jeu des apprentis sorciers à vouloir toujours faire maigrir plus les gens, on cherche des chiffres, alors que le problème est ailleurs. Donc je ne voulais pas détailler toutes ces techniques. En tout cas, elles provoquent des troubles nutritionnels, des carences majeures et des troubles digestifs, surtout des diarrhées. De toute façon, il est hors de question de les proposer à des patients dont l'IMC ne dépasse pas 50. Et pour le moment, leur réalisation, tout le monde est d'accord pour ça, pour dire qu'elle doit s'inscrire dans des études contrôlées et dans des pour bien comprendre leurs conséquences et leur validité à long terme. Alors, une fois qu'on est opéré, il y a le post-opératoire. Le post-opératoire, c'est de continuer ce qu'on a fait avant. Le suivi. Le suivi avec son chirurgien, pourquoi pas, qui va pouvoir dire oui, c'est bien, je suis content, vous n'avez pas trop mal, vous digérez bien, vous avez la diarrhée, vous vomissez. Mais ce qui compte surtout, c'est de continuer la dynamique qui a été instaurée en préopératoire. La dynamisation, parlons-en. On pèse de moins en moins lourd, on peut bouger de plus en plus, c'est évident. C'est pas si évident de le voir. Donc, je pense que c'est important de se motiver à ce moment-là. Un suivi rapproché jusqu'à la stabilisation pondérale. Tant que la perte de poids est rapide, il faut vraiment suivre l'apparition de carences et y répondre. Une vitaminothérapie systématique. Et si tout est stable, le bilan nutritionnel, il peut devenir annuel, avec un dépistage des carences tardives, bien entendu, et une prise en compte des effets secondaires de la chirurgie, puisqu'on va forcément peut-être en vivre. Le suivi psychologique est toujours recommandé. Nombreux sont les gens qui abandonnent leur suivi psychologique une fois qu'ils sont opérés, parce qu'en fait, ils n'en avaient pas vraiment compris l'intérêt. Alors que le post-op, c'est pas si simple. Le post-op, c'est se retrouver en face de soi sans ses remparts, c'est se retrouver avec un corps qui change, et je pense qu'au contraire, il faut absolument maintenir le suivi psychologique en post-opératoire. C'est une reconstruction qui continue. Et puis, à plus long terme, on va aborder la question de la reconstruction chirurgicale du corps, puisque certains patients recourent à la chirurgie de reconstruction sur certaines parties de leur corps. C'est un programme individuel, chacun vit sa façon de maigrir, et il n'y a pas du tout de règles dans ce domaine-là. La seule règle, c'est qui va payer. Et toutes les chirurgies reconstructives ne sont pas prises en charge. Alors, des perspectives en chirurgie bariatrique, il y en a plein. Il y en a plein déjà sur ce qui n'est pas chirurgical. C'est-à-dire que sont en train d'apparaître de nouveaux traitements qui vont peut-être répondre à des obésités un peu moins sévères, qui n'ont pas encore pour le moment été validées et qui ne sont pas remboursées. Mais il y a des choses qui arrivent. L'endosleeve, vous en avez peut-être tous entendu parler, donc c'est une technique endoscopique pour faire la sleeve, c'est-à-dire que cette fois-ci il n'y a même plus de chirurgie, ça ne se passe pas. Le gastro-entérologue, l'endoscopiste, il y a un vrai combat entre les chirurgiens et les endoscopistes pour savoir qui doit le faire, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que pour le moment, ça n'a pas donné la preuve de l'efficacité à long terme. C'est en cours d'évaluation. Et ça progresse quand même, hein. Il y a de plus en plus de techniques qui marchent mieux. Et puis, l'autre versant, c'est pour les obésités très sévères, c'est la recherche de techniques de malabsorptives, peut-être un peu moins toxiques que celles qu'on a connues au début, et puis surtout avec moins de mortalité. Peut-être des chirurgies, des procédures en 2 temps, une sleeve suivie d'une technique malabsorptive, parce que peut-être qu'on est tombé sur le patient, peut-être très obèse, mais pour qui la sleeve a tellement bien marché, il a tellement changé de vie que ça suffit. Ça peut arriver, donc peut-être qu'il faut se donner une chance de proposer une technique moins agressive dans un premier temps. De toute façon, pour le moment, aucune de ces procédures n'est vraiment validée. Alors, on peut en pratiquer certaines, hein, mais c'est dans des équipes qui sont autorisées à le faire, et ça doit être suivi ça doit être très bien suivi et surtout publié et évalué. Et là, on attend les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé, La Haute Autorité de Santé, elle avait donné des recommandations pour la chirurgie bariatrique en 2009. Quand on voit comment la chirurgie évolue, comment la connaissance de l'obésité évolue, c'est évident, c'est très vieux. Donc on attend les nouvelles recommandations, elles devraient sortir en 2023 ou 2024.
Et il est certain que ça va probablement un petit peu modifier les interventions qu'on doit faire. Et pour moi, se faire opérer, c'est s'engager. L'opérer, c'est l'acteur de sa réussite, bien plus que le chirurgien. Merci de votre attention. Merci, quelques minutes si vous avez des questions. Donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont consultables bien évidemment sur Internet, tant du côté du patient que du côté des professionnels de santé. Elles vont effectivement, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a Jérôme Comte du CSO, sur la partie pas chirurgicale mais obésité, elles sont déjà sorties, elles ont été renouvelées effectivement. Et comme tu le dis bien, Claudine, c'est 2009-2023, il y a quand même une sacrée évolution. On a été au congrès de la SOFCOM à Montpellier et on a vu quand même cette progression-là. Et je te rejoins, c'est pas une baguette magique, c'est une prise de conscience que c'est un outil. C'est une aide et qu'on travaille ensemble. Donc c'est collaboratif, c'est-à-dire autant avec le chirurgien qu'avec l'équipe pluridisciplinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien écoutez, on va continuer. Je vais accueillir Céline. Céline, si tu veux bien t'approcher. Alors Céline,